J'ai envie de te dire, niveau originalité, bof quoi, ils ont vraiment pas grand chose à raconter. Ils ont repompé exactement la même histoire que dans Star Wars 9, c'est quand même ouf ça. Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'une série. Il s'agit des deux premiers épisodes, donc de l'épisode 1 et l'épisode 2 de Ahsoka, donc la nouvelle série de Disney Plus sur l'univers de Star Wars. Il y a pas mal de choses que j'aimerais bien dire, on a eu 2 épisodes du coup pour le prix d'un, donc ça c'est plutôt pas mal, même si au final c'est peut-être pas forcément une bonne chose, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Mais en tout cas voilà, on va du coup condenser un petit peu les 2 épisodes, épisode 1 et épisode 2. Je vais pas faire une vidéo pour l'épisode 1 et un autre épisode pour l'épisode 2, ça sera un petit peu stupide. Autant tout faire d'un coup. Avant, petit disclaimer, ça va spoiler dans tous les sens, donc je vous invite à regarder d'abord l'épisode de votre côté et ensuite revenir sur cette vidéo et en discuter tous ensemble. Alors avant, j'aimerais bien juste faire une petite annonce, deux petites annonces. Le premier, c'est que je n'ai jamais regardé Rebels, forcément c'est une série qui est assez récente il me semble, et non plus l'Attaque des clones, les 2 séries donc d'animation. J'ai vu le premier Clone Wars quand ils sont sortis au début des années 2000, un truc en dessin 2D etc, mais c'est tout, ça a rien à voir avec la nouvelle série qui était plus en 3D où là on voyait vraiment Ahsoka et Anakin, mais c'est tout. En réalité j'ai pas vu ces 2 séries là qui me semblent être des séries assez phares par rapport à ça, et malgré tout il y a quand même quelques petits trucs intéressants, je vais y venir par après. Premier point, je n'ai jamais vu ces 2 séries là, donc s'il y a des choses que moi j'ai eu une surprise et qu'en réalité il n'en avait pas vraiment parce que tout simplement c'était déjà établi dans l'ordre de Star Wars, moi si j'ai eu cette surprise là c'est parce que je ne le savais pas pour cette raison là. Deuxième annonce que je voulais également faire, c'était que j'appréhendais énormément la série parce que moi je suis un amoureux inconditionnel de Star Wars, et avec ce que Disney a fait ces dernières années, depuis la postlogie en fait tout simplement, je trouve que c'est de la grosse diarrhée. Forcément après avoir vu la saison 3 de The Mandalorian et surtout la série, en tout cas la saison 1, j'espère qu'il aura pas de saison 2 de Boba Fett, j'ai envie de te dire, je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais même plutôt à rien. Bon alors il a eu la série Obi-Wan qui était un petit peu ok comparé à ces 2 énormes troncs que je vous ai cités plus tôt, mais c'est pas non plus des dingueries, hein, c'est pas non plus une grosse dinguerie, il y a quelques petits trucs sympas etc, il y a quelques trucs à retenir, mais c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, c'est pas non plus une énorme série etc, c'est même plutôt une série qui tourne en rond je trouve. Enfin bref, on va pas faire la critique d'Obi-Wan, c'est une série qui est un peu plus relevée que les 2 autres trucs que je vous ai dit, mais ça reste pas non plus ouf. Alors du coup forcément avec les 2 énormes merdes plus Obi-Wan qui est ok mais sans plus, j'ai envie de te dire, je m'attendais pas à grand chose, j'avais même un peu peur, je m'attendais même en réalité à de la merde, et au final il s'avère que c'était ok. Alors l'épisode 2 il y a un petit, même pas en fait, il y a des éléments qui sont bien dans les 2 trucs, il y a aussi des éléments qui sont moins bien, je vais y venir tout de suite. C'était vraiment cette annonce là que je voulais dire, je m'attendais vraiment à rien et au final je suis plutôt surpris, donc on peut commencer maintenant directement la critique. Alors ça j'ai envie de le dire directement maintenant, comme ça on se répète pas, les VFX sont cool, les VFX sont très cool, ils sont super bien gérés. Pour le coup je sais pas si c'est moi qui me suis habitué, parce que j'avais fait une critique en fait sur The Walking Dead Dead City où les applications de la 3D étaient absolument horribles. Je ne sais pas c'était qui les mecs qui avaient bossé sur la 3D sur cette série là, mais c'était complètement dégueulasse. Sur cette série en revanche, la 3D elle est ultra bien gérée, à moins que ce soit des maquettes ou autre, mais bref peu importe, dans tous les cas les effets spéciaux sont super bien gérés, et c'est valable pour donc l'épisode 1 forcément et l'épisode 2 aussi, et j'ai envie de le dire justement maintenant, comme ça je me répète pas, je pense que ça va être du même acabit pour tout le reste de la saison. Si de toute façon ça ne l'est pas, je mettrai en évidence les points, je pointerai du doigt, mais c'est tout. Il y a peut-être juste quelques petits plans rapides, voilà, il y avait un moment donné où on voyait Ahsoka qui était un petit peu de loin etc, je pense que c'était de la 3D, mais j'en suis pas certain, et de toute façon elle était loin, donc limite ça se voit quasiment pas. Les trucs que je vous ai dit avec The Walking Dead, par contre The Walking Dead Dead City, là ça se voyait vraiment à la mort, hein, et c'était vraiment dégueulasse, hein, c'était vraiment pas beau à voir, pas parce que c'était de l'horreur, parce que c'était vraiment un truc en mode PS3. Là ça va, là c'est beaucoup plus discret quand c'est un petit peu visible, et encore je l'ai vu vraiment parce que j'avais appuyé sur pause, sinon quand j'avais vu mon premier visionnage j'avais même pas relevé. Donc alors on peut vraiment commencer la critique
critique maintenant. La critique donc de l'épisode 1, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de te dire, la scène d'intro, c'est déjà la porte d'ouverture qui m'a fait un petit peu peur déjà. Parce que la scène d'intro, en gros, c'est un défilement texte comme il y a dans tous les Star Wars, sauf qu'il n'y a pas la musique de Star Wars, la musique iconique, et ce n'est pas non plus la même forme. C'est-à-dire que c'est pas un texte bleu qui défile un peu en mode 3D où ça part, ça s'éloigne vers l'espace. Là, c'est juste en mode générique, hein, c'est littéralement ça. Du coup, moi, je me suis dit, déjà, ça démarre assez mal. Bon, après, ça va, c'est que un petit détail ce que je dis là, mais c'est dommage parce que ça coûtait rien de faire simplement un générique. Je veux dire, ça a déjà été fait plein de fois par des amateurs. Ils peuvent le reproduire très facilement avec After Effects. Tu fais quelques petits effets d'inclinaison et c'est réglé. Donc, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre des opacités et tout. Enfin, bref, là, je parle un peu de technique, mais voilà, ça reste très basique comparé à tout ce qu'ils ont fait dans les deux épisodes. J'ai envie de te dire, crois-moi que ça, c'est vraiment du gros caca hein, pour eux. C'est vraiment de la crotte de nez. C'est dommage qu'ils l'aient pas fait, tout simplement. Alors ensuite, prochain point, c'est un truc que j'ai été étonné. Alors, ils aiment bien faire un peu comme le MCU. De toute façon, MCU, c'est Disney. Hein, c'est Disney, hein, MCU. Non. Je dis de la merde ou je dis pas de la merde, je sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, ils veulent faire comme le MCU, c'est-à-dire qu'ils veulent connecter toutes les séries, tous les univers, etc. Moi, j'aime pas trop ça. Quand c'est mal fait, en tout cas, j'aime pas trop ça. Comme par exemple avec The Walking Dead Dead City, petit clin d'œil encore une fois. Enfin, un certain passage, hein, pas partout. Mais certains passages, c'est vraiment très mal fait, on comprend rien. Pour le coup, eux, c'est super bien fait parce que on comprend tout. Sauf que, il y a des choses qui sont un petit peu mal faites. Par exemple, Thrawn est toujours vivant, apparemment. Alors moi, j'ai vu la série Boba Fett, cette énorme étron de cette purge de 7 ou 8 épisodes, je sais même plus combien, je pense qu'il y en avait 8 en plus. J'ai vu Thrawn crever. Donc, comment est-ce que tu peux me dire qu'en fait il est toujours vivant? Après, bon, j'ai envie de te dire, il y a d'autres trucs, genre, je vais y revenir par après, mais il y a des trucs qui sont trop faciles, enfin, il y a des facilités scénaristiques, et là c'est vraiment bidon. Alors après, je sais pas, peut-être que Thrawn il est un peu en mode Dark Vador, genre en mode cyborg, etc. Il y a peut-être des trucs, etc. et tout. Peut-être, ça c'est à voir. Pour le coup, je vous spoil direct, de toute façon, on est dans la partie spoil, il n'y a pas de partie sans spoil de toute manière. Thrawn, on l'a pas vu, on n'a pas vu sa tronche, donc peut-être qu'il est un peu en mode biomécanique, je sais pas, mais en tout cas s'il a pas une égratignure, c'est que c'est de la grosse merde, parce que normalement Thrawn, je l'ai vu, il est mort dans la série Boba Fett, donc c'est étonnant. Et le procédé même, ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à l'épisode 9 de Star Wars, sauf que l'épisode 9 de Star Wars, ils avaient justement des contraintes, notamment le fait que Rian Johnson a absolument chié sur toute la licence, il pétait plus haut que son cul, et du coup il a fait de la grosse merde qui a eu des impacts sur les suites, et même par rapport à la rétroactivité, parce que normalement c'est censé être quelque chose d'acquis, hein, la rétroactivité. Quand tu fais une saga et que tu fais l'épisode 8, normalement c'est rétroactif pour l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc et 7. Donc c'est à dire que si tu places des éléments qui n'ont pas été inclus avant et que ça peut rentrer en conflit avec les événements qui sont passés dans le passé, tu ne peux pas reproduire cet effet là. Je donne un exemple avec l'épisode 8, quand t'as le mec là, comment il s'appelle, Snoke là, qui contrôle les gens via son hologramme, c'est pas possible, il est trop loin. Dark Sidious aurait pu faire la même et il l'a pas fait. Et même pour tout ce qui est sentir la force, ok, il savait localiser déjà où était par rapport à l'autre, la dame, je sais plus comment il s'appelle, enfin l'amoureux de Rey, enfin bref, ça n'a ni que ni tête ce que je raconte, mais c'est l'épisode 8 de Star Wars, j'ai envie de te dire, enfin c'est l'épisode 9 plutôt, enfin c'est la postlogie en fait tout simplement. Bref, on n'est pas là pour parler de la postlogie de Star Wars, mais tout ça pour dire que ils font des choses, ils ont voulu faire revenir Boba Fett pour la série, d'ailleurs c'est un peu aussi un petit parallèle que je pourrais faire, ils ont voulu faire revenir Boba Fett pour la série, pour créer une série. Au final ça a fait un énorme bide, si ça avait été bien fait j'aurais rien dit, sauf que comme c'est mal fait, du coup il a de quoi grincer des dents. Là j'ai un peu peur qu'ils fassent la même chose avec Thrawn, parce que s'ils veulent replacer ce méchant, c'est très bien, parce qu'il était ultra charismatique, il était ultra cool, etc. D'ailleurs dans la série Boba Fett il était vraiment pas à son avantage, mais en même temps qui était à son avantage de la série Boba Fett, je me le demande, à part The Mandalorian, parce qu'il avait que lui qui était présent partout dans l'écran. Mais du coup voilà, c'est un méchant qui est charismatique, qui est cool, sauf qu'il a un vécu. Donc si c'est pour me dire qu'il est vivant mais qu'il sort de nulle part, ça sert à rien. Et pour le fait qu'on le trouve, c'est aussi bizarre. D'ailleurs il disait qu'il était exilé, mais pourquoi il est exilé? Il était pas exilé, il a été buté. J'en sais vraiment d'y penser, mais je sais pas, peut-être que ça va être une réponse qu'on va voir dans les autres épisodes, j'en ai aucune idée. Là pour l'instant c'est un point d'interrogation, mais ça a l'air de quand même virer un peu plus au rouge, hein. Je dis ça comme ça bien sûr. Alors justement le méchant qui n'est pas censé être le grand méchant, parce que le grand méchant c'est censé être Thrawn, mais en tout cas le méchant de cette première saison qui s'appelle donc Baylan, c'est un Sith.
il a l'air d'être super intéressant. Pour le coup, moi je suis ultra hypé par rapport au méchant, parce qu'on l'a vu en plus dans la scène d'ouverture. C'était une très bonne scène d'ouverture, on le voyait directement en action avec son apprenti d'ailleurs, et il faisait des trucs, enfin il butait tout le monde de toute façon, mais ils étaient assez cool, assez impactants, et c'était plutôt bien amené. Alors il y a juste un truc, mais ça c'est plus à mon avis d'un point de vue faux raccord. À un moment donné, Baylan, donc il prend son sabre laser et il bute quelqu'un qui est sur sa droite, et on voit donc le gars qui tombe au sol et tout. Sauf qu'en fait il a une petite griffe, c'est un toute bête, hein, au niveau de sa jambe, il a pas été coupé en deux, rien du tout. Encore une fois, c'est ultra aseptisé à la mort dans ces séries de Disney, et ça me casse les bonbons. Je demande pas forcément avoir avoir comme Saw, hein, je demande pas forcément avoir du sang partout sur tous les murs, mais juste voilà, à ce que ce soit un peu plus visuel, parce que le fait que tu vois juste quelqu'un, ou alors que ce soit mieux amené, comme il y a dans plein de films où on voit des mecs avec des sabres ou des épées qui butent des gars de dos, et le gars il tombe mais on voit pas la cicatrice, on voit rien. Ils auraient pu faire simplement ça. Bon après voilà, c'est une sorte de huis clos entre guillemets par rapport à cette scène là, parce qu'ils sont censés être dans un vaisseau, c'est censé être relativement étroit, mais même ça aurait pu être mieux amené, je tiens à le souligner. Encore une fois, c'est une petite crotte de nez que je pointe du doigt, mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai quand même un peu pouffé du nez quoi. Alors je parlais par rapport à cette chorégraphie là, comme je vous ai dit, c'est un peu un mélange de bon et de mauvais, hein, parce que il y a une autre chorégraphie qui est plus en rapport avec Ahsoka, où en fait on voit Ahsoka qui arrive sur les lieux, donc c'est le haut du temple, où elle est censée chercher la carte, et où en fait elle sait pas où elle est entrée, donc ce qu'elle fait c'est qu'elle va forcer le passage, hein, par rapport au sol. Elle va prendre ses deux sabres laser, elle va les planter dans le sol, et avec la force elle va les faire tourner sur elle-même, elle va récupérer ses sabres, ce qui va faire que la plateforme en fait, elle va tomber forcément parce qu'il n'y a plus rien, et donc elle va tomber, elle va pouvoir pénétrer dans le temple. Cette petite chorégraphie là d'Ahsoka était plutôt cool, et ça présente même super bien le personnage. C'est un personnage qui est ultra agile, qui est ultra classe. L'actrice l'interprète assez bien, je l'ai vu en français, je l'ai pas vu en anglais, je l'ai vu en français, mais pour le coup l'actrice est assez charismatique, le personnage a l'air d'être ultra intéressant, il a l'air d'avoir un énorme vécu, et pour le coup moi je suis assez intéressé de voir ses aventures, en espérant que ce soit ses aventures et que ce soit bien fait, pas comme la série Boba Fett encore une fois. Alors juste un petit détail, à un moment donné donc elle parle à Huyang, donc c'est un droïde qui est en l'air, hein, qui est dans le vaisseau pour contrôler, voir si tout va bien, etc. Et pour lui parler, donc elle utilise une sorte de bracelet, donc elle met un bracelet sur sa bouche, un peu comme Buzz l'éclair. Sauf qu'à un moment donné, enfin plus tard, l'urgence l'exige, elle est en train de tracer sa race. Et elle demande, donc elle parle à Huyang, sauf qu'elle est en train de courir et donc elle a pas son bracelet devant sa bouche. Donc pourquoi créer ça? Encore une fois c'est un petit détail, mais pourquoi l'avoir fait juste avant si c'est pour ne pas le répéter juste après? C'est complètement stupide. C'est stupide. Enfin, encore une fois c'est un petit détail, mais c'est le genre de détail qui gâche un petit peu le plaisir du truc. C'est tout con en plus. C'est ce que je disais en fait dans les épisodes de The Walking Dead City, c'est que un petit détail par-ci, plus un petit détail par-là, plus un petit détail par-ci, plus un petit détail par-là, à la fin ça fait un gros truc quoi. Une petite crotte plus une petite crotte plus une petite crotte, bah à la fin ça devient un énorme étron. Et là c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Ça aurait pu, s'il y avait pas autant d'éléments positifs. Ça aurait pu être mieux fait, sachant qu'en plus c'est du détail. Donc vraiment c'est dommage. Alors aussi, alors là pour le coup c'est pas un détail. Là par contre c'est vraiment un truc qui est complètement con. Je parlais du mode urgence que je vous ai dit, où donc Ahsoka était en train de tracer sa route. Pourquoi est-ce qu'elle était en train de tracer? C'est parce que elle était donc en train de s'affronter avec 4 droïdes il me semble. Et ces droïdes, comme ils se sont fait battre, ils étaient en mode autodestruction. Et donc Ahsoka elle a senti le danger, du coup elle s'est retournée, elle a galopé, et c'est pour ça qu'elle a justement contacté Huyang pour qu'elle y vienne avec son vaisseau pour qu'elle puisse se barrer et donc survivre. Et moi je me suis demandé un truc, je me suis dit elle a quand même sacrément de la chance hein, la petite Ahsoka, parce que si leur protocole d'autodestruction ne prenait pas 6h30, elle serait quand même sacrément bien cuite hein, parce que les mecs ils avaient bien le temps de charger leur protocole d'autodestruction pour exploser. Alors l'explosion elle était incroyablement puissante, hein, on est d'accord, mais c'est pas parce qu'une explosion est incroyablement puissante qu'elle doit prendre incroyablement du temps aussi. Elle est pas censée prendre 3 jours. Alors je me doute que c'est les contraintes de l'environnement qui a fait que, c'est purement d'un point de vue scénaristique, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est très... comment dire, il y a énormément de facilité scénaristique avec ces 2 épisodes, en tout cas cet épisode 1, parce que ça c'est un point qui est stupide, et encore une fois ça te sort de l'épisode. Moi j'ai trouvé ça dommage en fait, et dommage plus dommage plus dommage, bah à la fin ça fait je n'ai pas aimé. On a ça hein, de je n'ai pas aimé, mais quand même. Alors voilà, c'est pour ça que je parlais par rapport à Star Wars 9, c'est parce qu'ils refont le même coup, et j'ai même l'impression de voir exactement la même histoire en fait. C'est exactement la même histoire que dans Star Wars 9, c'est-à-dire où ils devaient chercher une
relique et le mettre à un certain endroit, etc. pour trouver une planète complètement isolée, pour trouver Palpatine. Bah là c'est un peu la même chose. Il y a une carte qu'il faut décoder, etc. pour trouver l'emplacement où est Thrawn. Enfin je sais même pas si c'est par rapport à Thrawn, mais il me semble que c'est pour trouver où est Thrawn. Bah j'ai envie de te dire, niveau originalité, bof quoi. Ils ont vraiment pas grand chose à raconter. Ils ont repompé exactement la même histoire que dans Star Wars 9. C'est quand même ouf ça. Là tout pareil. La carte, trouver le méchant. Bon on n'a pas encore la suite, donc faudra voir s'ils vont le trouver, ce qui va se passer. Il parle aussi d'autres trucs par rapport à l'épisode 2, mais ça j'y reviendrai après. Copier-coller quoi, vraiment copier-coller, zéro originalité. Puis il parle d'un personnage que moi je ne connaissais pas, c'est Ezra, où apparemment c'est un personnage qui a fait un énorme sacrifice, etc. Puisqu'ils étaient en train de lui rendre hommage. Alors moi j'ai jamais vu la série Rebels, je la materai probablement, je pense pas que j'en ferai une critique. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vraiment on me demande, etc., peut-être que je ferai une critique également de Rebels, mais bon, maintenant la série elle est un peu dépassée. Après peut-être qu'il va y avoir d'autres saisons, etc. Peut-être que je ferai à ce moment-là des critiques pour être un peu en mode rétrospection ou des trucs comme ça, je sais pas. Si jamais j'ai envie de critiquer les saisons suivantes. Pour l'instant c'est pas vraiment dans mes plans, je compte le regarder quand même pour voilà. Après c'est pas forcément indispensable. C'est pas forcément indispensable pour comprendre, puisque justement c'est ce que je mettais en fait, qui est Ezra, c'est ce que j'avais écrit sur mes notes. Et in fine bah cette note elle est obsolète puisque j'ai eu l'info. Je sais que voilà c'est un personnage qui était dans la série dans une des séries, je pense c'est Rebels, et on sait tout ce qu'il a fait, on sait qu'il s'est sacrifié pour sa faction et tout le bordel. Donc voilà, pas besoin de plus. Et il y a même un beau petit clin d'œil avec une fresque où en fait on voit les personnages, j'imagine que c'est les personnages en animé. Alors c'est un peu con parce que bah du coup quitte à faire une fresque, tu fais une fresque un peu plus réaliste, mais pour le coup c'est assez beau, c'est assez bien fait. Et à ce passage là il y a un autre personnage que je ne connaissais pas non plus, qui est donc Sabine Wren, elle s'appelle il me semble, où normalement elle devait être là, donc elle faisait partie du groupe en fait des Rebels, j'imagine. Elle était censée donc parler pour Ezra, etc. Sauf qu'elle était pas là. Et elle était où? En fait elle était en train de tracer sur une sorte d'autoroute de l'espace ou un truc comme ça. Enfin pas de l'espace mais une autoroute futuriste. Et là il y a deux choses qui m'ont marqué. Le premier c'est que la scène elle est super bien rythmée. En fait un peu habituellement j'ai envie de te dire, c'est une scène un petit peu légère où voilà elle est censée se faire raccompagner pour faire au final pour être présent lors de la cérémonie. Sauf que elle a pas envie. Rebels hein, encore une fois on fait le petit lien. Elle a pas envie, du coup elle continue et ils essaient de l'en empêcher et au final la tension elle monte. Qu'est-ce qu'elle va faire? On sait très bien ce qu'elle va faire, on sait que c'est une dure à cuire et qu'elle va... ça se voyait directement, je connaissais même pas le personnage, je le voyais déjà dans ses yeux. Elle allait quand même réussir à passer l'obstacle et elle l'a passé, et pour le coup ça c'est un bon point parce que la scène elle était assez bien rythmée, elle était assez bien dynamique. D'ailleurs la musique elle était super bien gérée. L'autre musique d'ailleurs, la musique du temple, c'était aussi une musique qui collait super bien à l'ambiance. Pour le coup, en termes de musique, moi j'étais plutôt agréablement surpris parce que je trouvais que c'était plutôt un bon choix. Par contre, là où ça m'a un petit peu fait lever un sourcil, c'est que la scène elle tombe mais complètement à l'eau. Parce que le gars qui était censé la raccompagner, il insistait, etc. La meuf, elle a un obstacle donc devant elle, donc c'est l'autre vaisseau qui se met en fait, qui se pose devant elle. Elle arrive à faire une sorte de petite cascade et tout, elle arrive à passer outre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La meuf elle se retourne vers le gars dans le vaisseau, et le gars du vaisseau il fait... et il se barre. Et là je me suis dit, bah attends, mais s'il suffisait de faire une petite cascade, elle devait prouver un truc. Enfin, il était en mission le gars. Le gars sa mission c'était de récupérer Sabine. Et la meuf elle fait une petite cascade et il se barre. Alors là c'est ultra chelou. J'ai vu ça, je me suis dit mais what the fuck quoi, c'est... Il lui faut pas beaucoup pour... À mon avis, lui, quand il rentre chez lui avec son enfant, si son gosse il veut des bonbons, la scène, ça doit se passer un truc comme ça, hein, genre oh, papa, je veux des bonbons. Non, mais allez. Bon, ok. À mon avis, la scène, elle doit se passer comme ça, hein, parce que... Waouh, le mec il était pas très convaincu, hein. Il était pas très convaincu et ni très convaincant du coup. Hein. Alors justement je parlais de Ezra et même par rapport à Sabine, et ben justement le récap qu'ils font, c'est super bien amené. En fait c'est un bête dialogue, mais dans ce dialogue là on a tous les éléments, toutes les infos, et ils le disent même en mode un peu surprise, c'est à dire qu'il y a une double lecture. Je m'explique, pour ceux qui ont vu la série Rebels,
bah ils savent ce qui se passe, donc c'est une sorte de mini flashback on va dire pour eux. Pour ceux qui n'ont pas vu Rebels, c'est du coup une découverte et en plus une surprise, puisqu'il y a certaines choses qui sont dévoilées en mode révélation. Et là ça devient ultra intéressant pour les deux parties. Ceux qui ont vu les autres séries et ceux qui les ont pas vues sont exactement au même pied d'égalité. Pas comme dans, justement, je le répète encore une fois, The Walking Dead Dead City, où là malheureusement, si t'avais pas les clins d'œil, bah t'avais pas les clins d'œil et tu comprenais parfois pas grand chose. T'étais parfois un peu dans le flou et tout, tu savais pas trop où aller. Là du coup c'est clair. Là ça a été clairement explicité, voilà t'as ça, ils viennent de là, blablabla, etc. Ils ont fait ça. Et tu connais tout. Donc pas besoin, t'as même plus besoin de regarder les autres séries finalement. Bon, moi je vais quand même le regarder pour mon plaisir personnel, mais c'est pas une obligation. Tu dois pas perdre ton temps, tu dois pas perdre des heures à regarder quelque chose juste pour comprendre ça. Alors que dans The Mandalorian la saison 3, pour comprendre un minimum ce qui se passe par rapport à Boba Fett, il fallait regarder Boba Fett. Et il y avait pas grand chose à dire en plus, hein. Donc bon, par exemple, justement, Sabine Wren, elle était l'apprentie d'Ahsoka. J'imagine que vous le saviez, mais moi je le savais pas. Et je me suis dit, bah du coup, qu'est-ce qu'elle a de si important? Enfin, ok, d'accord, elle était dans le groupe de rebelles, etc. Ok, mais est-ce qu'elle est liée à Ahsoka? Eh ben oui, elle est liée à Ahsoka et on l'apprend du coup via un dialogue ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, c'était assez bien amené. Il y a aussi un autre truc que je reviendrai plus tard. D'ailleurs, la relation entre Sabine et Ahsoka, elle est ultra intéressante et ultra pertinente. Elle sera surtout développée un peu plus dans l'épisode 2, mais j'y reviendrai à ce moment-là. On ressent vraiment le côté déception du Padawan et même un peu du maître quelque part. Et même elle, d'ailleurs, je l'ai noté, ouais, je l'ai noté dans le point 18. Ahsoka a des doutes, ce qui rend le personnage encore plus intéressant. Parce que avoir une Rey Skywalker, une Rey Palpatine en fait plutôt, mais bref, avoir une Rey comme ça sert à rien. C'est vide, c'est creux, il y a que dalle. La meuf elle est ultra puissante, elle connaît tout, elle est jamais en danger. Tu t'as aucun investissement émotionnel. Là déjà le fait que elle soit ultra puissante, etc. Bah forcément, ça me posait quelque part un petit peu problème parce que je me suis dit est-ce qu'on va revenir un peu à ces problèmes avec Rey. Mais au final, elle a quand même des doutes qui sont assez intéressants. Le fait que justement, elle culpabilise d'avoir tourné le dos à son apprenti, mais en fait elle tourne le dos à tout le monde. Elle a tourné le dos à Anakin, elle a tourné le dos à Sabine, à son apprenti à elle. Mais est-ce qu'elle avait ses raisons? Bon, par rapport à Anakin, j'ai déjà vu Star Wars, donc je me doute pourquoi elle lui a tourné le dos. Là pour le coup, à mon avis, c'était légitime, à moins que c'était bien avant ou qu'il s'est passé quelque chose, mais ça je le sais pas. J'imagine que c'est ça, mais dans tous les cas, j'imagine qu'elle a ses raisons. Et à mon avis, par rapport à Sabine, c'est également la même chose. À mon avis, elle a aussi ses raisons. Peut-être mauvaises, certes, mais dans tous les cas, elle ressent des choses, elle ressent une sorte de culpabilité. Donc par rapport au personnage d'Ahsoka et même par rapport à la relation qu'elle a avec Sabine, bah au final les personnages sont assez attachants. Pour revenir encore une fois sur la série de Boba Fett, il y a rien, je n'ai retenu aucun personnage, à part The Mandalorian bien évidemment, mais à part lui, même Boba Fett, je l'ai trouvé minable. Et tous les autres, les punks là qu'on voyait à côté, les personnages secondaires, etc. Que dalle, nada, tu peux tout effacer, ça revient au même. Je me souviens même plus de comment ils s'appellent, je me souviens même plus de leur tête, rien pour vous dire. Tellement que c'était superficiel à la mort. Là pour le coup, on n'a pas beaucoup de personnages, on a Ahsoka, on a Sabine, plus Baylan. Déjà les trois personnages, ils sont déjà intéressants. Et même la padawan de Baylan, elle est ultra intrigante. Et j'ai même envie de te dire, Ezra lui-même est intéressant par rapport à ce qu'il a fait. Et je le connais même pas, alors qu'il l'a fait dans une autre série. Vous voyez un peu comment ils ont bien pensé, comment ils ont bien réfléchi à tous les trucs et comment justement ça a été bien amené. La différence entre quelque chose qui est mal amené et quelque chose qui est bien amené, fondamentalement ça peut raconter exactement la même chose, mais comment c'est amené, ça peut faire varier complètement l'expérience du spectateur. Et là c'est bien amené, c'est plutôt sympa. Alors il y avait un truc qui avait été dit, c'était le droïde, parce que ils ont pu scanner en fait par rapport à l'attaque de la scène d'ouverture. En fait ils ont été enregistrés, hein, les deux sites, enfin le site et son padawan ont été enregistrés, et du coup par rapport à l'hologramme du sabre laser, ils ont le droïde Yang là, il a pu savoir de qui il s'agissait, et il l'a deviné, et il a dit que c'était un gars qui a construit son sabre il y a genre 500 ans, et il parle de Baylan. Mais du coup c'est à dire que Baylan a 500 ans, parce qu'il les fait vraiment pas hein, les 500 ans. Alors après voilà, ce sont des sites, peut-être que voilà, vie éternelle, tout ça, tu connais avec Palpatine dans l'épisode 2, il l'a dit à Anakin, peut-être. J'ai envie de te dire là pour le coup c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est juste que ça me surprend parce que le gars 500 balais, waouh. Alors après par rapport au lore, je sais pas, je sais plus trop en fait, c'est peut-être un peu flou dans ma tête. Il me semble qu'il y a des sites qui vivent super longtemps, mais aussi longtemps je sais plus. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires. Ça m'avait surpris, voilà, tout simplement, ça m'avait juste surpris. Après c'est pas spécialement une mauvaise chose en soi, hein, qu'il ait 500 ans ou pas, c'est juste que j'ai vu ça, je me suis dit waouh, le mec c'est un papy, hein, et pas un papy de première génération, hein. D'ailleurs par rapport à ça, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, je l'ai sauté, mais quand
il y a ces hologrammes en fait justement par rapport au sabre que je disais. Donc il y a aussi les hologrammes qui ont été enregistrés par rapport à eux. Et c'est super drôle parce que je sais pas si c'est un problème de traduction ou autre, mais la meuf, la générale, la meuf verte, elle a dit une phrase qui m'a fait rire. Elle a dit: ils ont disparu sans laisser de traces. Mais connasse, t'as quoi devant ta gueule? Littéralement, imaginez la scène. Enfin, j'imagine que vous l'avez vu, je sais pas si vous vous souvenez. Mais devant elle, elle a une table où il y a deux personnages en mode hologramme 3D, où on voit donc le Baylan et son apprenti. Ils sont là, donc ils sont en mode photo en fait, hein. Ils sont en train de pas bouger, voilà, pour justement les analyser et tout pendant qu'elle parle à Ahsoka. Et cette conne, elle a dit: ils ont disparu sans laisser de traces, alors qu'ils ont été enregistrés. C'est comme si t'avais un gars qui cambriolait une banque, il s'est fait filmer par tout le monde connaît son visage, et le flic, il dit: ah bah il a disparu sans laisser de traces. Évidemment que non, il a pas disparu sans laisser de traces, puisque t'as la preuve sous les yeux. Enfin, c'est un truc con, c'est un petit détail. Enfin, c'était juste pour enfin, c'est même pas le suspense, c'est plus pour le côté un peu épique qu'ils ont dit ça, j'imagine. Et encore une fois, je sais même pas si c'est un problème de traduction ou autre. La phrase, elle a aucun sens, en plus dans ce contexte-là, mais ça m'a fait rire en fait. Vraiment, ça m'a fait rire. Et là, ensuite, donc il s'est passé, donc c'est pas là, hein, c'est bien après. Il s'est passé un truc bizarre aussi. Là, il y a plein de trucs bizarres qui sont enchaînés. Il y a plein de choses intéressantes, hein, mais aussi plein de choses vraiment cheloues. T'as la meuf, donc Sabine, qui prend en fait la carte, même si Ahsoka lui a dit non, elle a quand même pris la carte, parce que voilà, encore une fois, rebelle, tout ce que tu veux, tu connais. Elle trace vers chez elle, et justement, elle essaie de décoder la carte, et elle y arrive. Donc, elle sait où est apparemment Thrawn. Enfin, j'imagine que c'est ça, encore une fois, qui est censé indiquer la carte. Et donc, voilà, elle sait où est Thrawn, elle sait où aller. Enfin, elle sait pas encore quelle planète, mais elle sait où aller. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait un truc super bizarre. Alors j'imagine que c'est censé être poétique, tout ce que tu veux, mais il y a peut-être une meilleure façon de le montrer. Parce que la meuf, elle sort de chez elle. Juste après cette scène-là, hein, elle sait où est la planète. Donc c'est dans une autre galaxie, hein. On voit en fait la boule, en fait, la clé se transforme en mode hologramme galaxie pour montrer que c'est sa galaxie à elle. Elle dessine une autre galaxie plus loin. Et sur un point de la galaxie, ça rejoint, il y a une ligne qui est tracée pour rejoindre un autre point dans la galaxie, de l'autre galaxie. Et du coup, on sait où se situe à peu près, j'imagine, en tout cas dans cet univers-là, ce que la carte voulait indiquer. Donc on sait où se situe Thrawn. Donc c'est dans une autre galaxie, je le répète encore une fois, c'est dans une autre galaxie. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sabine? Elle sort de chez elle, elle met ses yeux, elle lève les yeux au ciel, elle prend ses jumelles et elle les met comme ça, et elle est ainsi. Mais attends, tes jumelles, c'est des super jumelles. Ou alors c'est, encore une fois, moi je pense que c'est juste poétique. Mais du coup ça rend le personnage stupide, parce que comment est-ce qu'une meuf qui est aussi intelligente pour pouvoir décoder, décrypter la carte, alors que Ahsoka elle-même ne sait pas, comment est-ce qu'un personnage aussi intelligent peut faire un truc aussi stupide? Si ce n'est pour le côté poétique. Mais même pour le côté poétique, ok, c'est poétique si tu veux, en mode voilà, elle rêve d'aventure, etc. Sauf que c'est pas le rôle de... Ça c'est le rôle de Luke, ça en fait, hein. Là j'ai l'impression qu'ils ont un peu transformé Sabine en Luke, alors que elle est pas censée être comme ça. Peut-être qu'elle a soif d'aventure, etc. On le voit un petit peu dans l'épisode 2 sans trop spoiler, je vais en parler après. Enfin, sans trop spoiler, de toute façon, c'est la suite, donc autant regarder les deux d'un coup. Alors que elle, même si elle a envie d'aventure ou quoi, peut-être, mais à la base, son objectif, c'est pas vraiment elle a soif d'aventure. Son objectif, c'était juste de trouver la carte. Elle est peut-être fière de ce qu'elle a fait ou quoi. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle utilise ses jumelles? Enfin, j'ai trouvé ça complètement con en fait. J'ai trouvé ça complètement con. Poétique, certes, mais c'est pas parce que quelque chose est beau que ça a du sens. Si tu veux, tu peux me mettre de la crème chantilly sur du caca, le truc sera peut-être beau, ça sera peut-être très joli, mais ça veut pas dire que forcément ça sera bon. Bah voilà, c'est un peu la même chose. Alors par rapport à tout ce petit jeu là, parce qu'au final là je parle vraiment, je parle même pas vraiment dans l'ordre, mais il y a plusieurs scènes qui s'enchaînent, hein. Et en gros t'as la scène où Sabine, donc elle part avec la carte comme je vous ai dit, et cette scène là juste avant, tu as Baylan qui dit faut aller sur telle planète pour retrouver Sabine, et c'est d'ailleurs là qu'on apprend que Sabine est l'apprentie d'Ahsoka. D'ailleurs comment est-ce qu'il le sait? Est-ce que ça avait été... Est-ce que d'ailleurs Baylan c'est un nouveau personnage ou c'est un personnage de Rebels? Ou peut-être même un personnage de l'attaque des clones? Je sais pas, mais je sais pas si c'est un ennemi inédit. Thrawn, je sais qu'il existe, c'était lui l'ennemi dans l'attaque des clones, enfin dans Clone Wars plutôt. Enfin voilà, ça pour le coup j'en sais rien. Je sais pas comment il a eu cette info. Dans tous les cas, on l'apprend comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je disais que c'était assez bien amené. Et donc, la phrase qu'il a dit, il faut aller sur telle planète pour récupérer la carte, et en même temps il parle de Sabine, on comprend que, et en plus on voit juste après que Sabine prend la carte
sortir pour aller chez elle, on comprend très vite qu'il va y avoir une confrontation. Et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que la gestion du suspense et de la tension, même si c'est très basique et très primaire, pour le coup, peut-être que vous êtes passé à côté, mais moi comme j'ai quelques petits mécanismes scénaristiques, n'est-ce pas, je savais un petit peu à quoi m'attendre, et bah forcément ça s'est produit, hein, fatalement. Mais par contre, je ne me suis pas du tout ennuyé. C'est pas parce que je savais ce qui allait se passer que je me suis ennuyé. On aurait pu croire ça, et d'ailleurs bah, j'étais un peu le premier même surpris quelque part, mais au final, c'était plutôt intéressant, parce que l'histoire qu'il y avait, il y avait pas que ça en fait, il y avait des choses en plus. Alors pendant il y a eu un petit ventre mou où je vous ai parlé des quelques petits points négatifs où là pour le coup c'était vraiment con, mais à part ça, les trucs à côté, la relation entre Ahsoka et Sabine, même la relation potentielle, parce que ça peut être assez prometteur entre le padawan du Sith et le Sith, donc Baylan, ça peut être ultra pertinent. Il y a des choses en plus, c'est pas du vide, c'est pas Boba Fett, c'est ça que je veux dire. C'est pas Boba Fett, c'est pas The Mandalorian saison 3. Il y a vraiment quelque chose en plus à côté, et c'est ça qui rend au final la chose pas intéressante. Et bah, quand j'ai regardé l'épisode j'ai trouvé un peu long quand même, 54 minutes, mais c'était pas comme le premier épisode de The Walking Dead des City encore une fois. C'était beaucoup plus fluide, j'ai pas spécialement remarqué des choses qui pouvaient être coupées. Il y avait même certains placements par rapport au lore de Star Wars, par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé avant avec les flashbacks notamment, enfin en mode, c'est pas en mode flashback, c'est plus en mode dialogue, mais au final on comprend quand même ce qui se passe. Donc il y a quand même quelque chose en plus, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même quelque chose en plus et ça c'est plutôt appréciable. Alors on va repasser sur, bien évidemment, les côtés négatifs. À un moment donné, enfin ça c'est encore une fois c'est vite fait hein, mais c'est quelque chose qui te gâche le plaisir du visionnage, parce que tu vois ça, tu te dis mais c'est complètement stupide, pourquoi est-ce qu'il fait ça? À un moment donné, Sab, enfin j'appelle Sab parce que ma belle-mère s'appelle comme ça, mais Sabine, elle se fait elle se fait maîtriser par des droïdes, et pour s'en sortir, ce qu'elle a fait, donc le droïde en fait il a une arme qui est qui est derrière lui en fait, qui est attachée derrière lui, et elle son objectif c'était d'appuyer sur l'arme, donc elle essaie de se mettre là, elle appuie sur l'arme, et l'arme tire sur le pied du droïde. Et qu'est-ce qu'il fait le droïde? Sous la douleur, j'imagine, parce que c'est bien connu que les droïdes ressentent des émotions, il lâche prise, il libère, comme si c'était un être humain en fait, il libère Sabine. Et c'est là où je me suis dit c'est complètement stupide, même s'il a le pied qui est en compote, même s'il est complètement défoncé, il est pas censé lâcher sa prise. Eux ils ont pas vu Terminator je pense, parce que dans Terminator le premier, ça se voit à des kilomètres, le mec il veut pas crever, c'est un truc de malade. Bah là, ça c'était la science-fiction dans les années 80, la science-fiction dans les années 2020, tu tires sur le pied, aïe bobo, je me rends. Alors que c'est aussi un robot. Alors encore une fois c'est un petit détail, mais c'est que la facilité scénaristique, parce qu'elle est pas censée se libérer comme ça. Je sais pas comment elle aurait pu se libérer, ça j'en ai aucune idée. Il a 10 milliards de moyens qu'elle se libère de différentes manières. Elle contrôle la force, elle a un sabre en plus. Hop, elle utilise la force, boum, elle récupère le sabre, bam, on n'en parle plus. Je viens de te donner une idée à la con. Pareil, bon après le robot est plus grand qu'elle, donc elle pouvait pas sauter ou autre, mais elle contrôle la force, elle peut faire plein de trucs, se projeter, tomber au sol. Le robot, après encore une fois le robot peut se casser. Le robot il se casse, hop, il s'éteint, bah forcément il a plus aucune prise. Il y avait plein de manières qu'elle se libère, et ils ont choisi la manière qui ne font, enfin l'une des manières où ça ne marchait pas. Encore une fois un choix très bien amené, c'est de l'ironie. Alors il y a aussi, mais ça c'est plus vers la fin de l'épisode, notamment à deux moments en fait, où il y a un problème de regard, j'ai l'impression. J'imagine que ça a été fait, il y a certains éléments qui ont été ajoutés en post-prod, et à mon avis il y a eu des mauvaises indications aux acteurs, parce que les acteurs regardaient pas là où ils étaient censés regarder. À un moment donné t'as Huyang qui vient donc il se dirige vers Ahsoka, et il dit justement que ils ont des problèmes par rapport justement voilà avec je sais même plus c'était quoi, mais c'était logique par contre, hein. Là c'est juste mon cerveau qui est défaillant. Il dit qu'ils ont des problèmes à Ahsoka, et Ahsoka se retourne et est censée, j'imagine, regarder le droïde, donc Huyang, sauf que j'ai l'impression qu'il me regardait moi, enfin qu'elle me regardait moi, et du coup c'était bizarre en fait. Je me suis dit mais attends, pourquoi elle regarde ici alors qu'elle est censée regarder à gauche? C'était un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. Et il y a eu un autre élément comme ça, enfin j'y reviendrai direct après. Il y a eu exactement la même chose sur le combat final, j'y reviendrai après, mais enfin de toute façon il n'y a pas polémiqué pendant 28 ans. Et là pour le coup c'est pas spécialement parce que là on aurait pu dire oui c'est parce que c'est un droïde, ça a été fait en 3D et tout, ça a été fait en post-prod, c'était ajouté en post-prod, peut-être. Mais dans l'autre plan que je vous dis, le personnage qui regarde, c'est censé être donc la petite blonde, donc la padawan du Sith, la padawan de Baylan, et elle est en confrontation donc avec Sabine,
et elle est censée regarder Sabine. Bah pareil, j'ai l'impression qu'elle regardait à côté. J'ai l'impression qu'elle me regardait moi. Alors que là, pour le coup, c'était un être humain. Donc pourquoi est-ce qu'elle regardait à côté? Peut-être que ça a été ajouté en post-prod, hein. Là, pour le coup, peut-être que voilà, l'actrice, elle était pas présente le jour J, et du coup, voilà, ils l'ont décalé et ils ont simulé le truc, etc. Sauf que du coup, bah, il y a des mauvaises indications. Parce qu'il y a un problème de regard, hein. Alors par rapport au combat final, bah justement, le combat, je l'ai trouvé plutôt sympa, mais je l'ai trouvé en même temps assez moyen en fait. Je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Quand on a regardé l'épisode final donc de Obi-Wan, on a vu un combat de fou furieux entre Dark Vador et Obi-Wan. Alors après, ok d'accord, il s'agit d'un combat mythique, voilà, limite mythologique, j'ai vraiment envie de te dire. Dark Vador, Obi-Wan, c'est limite Goku Vegeta hein, quelque part, ou Goku Freezer. Ok d'accord, peut-être que l'impact était un peu plus puissante, mais dans tous les cas, dans la réalisation, on ressentait vraiment des chocs, on ressentait vraiment une tension, on ressentait des trucs en fait. On ressentait du danger. Là pour le coup, j'ai ressenti aucun danger. Et j'ai même ressenti tellement aucun danger que quand il s'est passé le truc à la fin que je vais dire juste après, bah en fait je vous le dis maintenant, Sabine elle s'est fait battre et elle est morte. Hein, elle s'est fait transpercer par le sabre laser de la Padawan de Baylan. Bah, je ressentais tellement aucune tension, tellement aucun enjeu, que quand elle est morte, j'étais surpris. Je me suis dit, oh, elle est morte, elle s'est fait avoir. Ça m'a réveillé en fait. Comme quand tu regardes un match de foot pendant 60 minutes, qu'il se passe rien, et d'un coup, de nulle part, en une demi-occasion, il a un but et oh, il se passe quelque chose. Bah là, c'est un peu la même. Et j'ai trouvé ça dommage parce que le combat, encore une fois, le combat était cool. Enfin, il était bien. Enfin, il était bien. Il était digeste, on va dire. Il était mangeable, mais il était pas spécialement bon. Il était pas trop transcendant, quoi. Et j'ai même envie de te dire, il y a même la chorégraphie est assez bancale par moment, parce qu'il y a des trucs, parfois, vraiment, hein, il y a certains passages où, peu importe, hein, que ce soit la Padawan de Baylan, je sais pas comment elle s'appelle en fait, je sais même pas si elle avait un nom qui a été évoqué, il me semble que non, mais elle ou Sabine, à plusieurs moments, elles pouvaient battre leur adversaire, hein, parce qu'il y avait plein de trucs. Alors voilà, par rapport aux chorégraphies, voilà, ok, d'accord, ce sont des chorégraphies, forcément, mais normalement la chorégraphie est censée être un minimum bien pensée. Parfois t'as des trucs comme ça qui se produisent, mais quand t'as beaucoup d'ennemis et que du coup, ils sont pas tous synchronisés, parce que du coup, il faut gérer plusieurs ennemis à la fois. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'était un 1v1. Je veux dire, là, c'était le combat le plus simple au monde à gérer. Donc, si tu gères pas une chorégraphie comme ça, bah, tu peux pas. Ou alors, ça veut dire qu'il faut qu'il soit en 1v0. Et là, peut-être que ce sera cohérent. Mais c'est quand même triste de devoir combattre personne pour être cohérent. Non, pour le coup, ils auraient dû rendre le truc beaucoup plus cohérent, beaucoup plus impactant. Ils ont réussi à me faire lever de ma chaise, enfin, à me faire réveiller par rapport à la mort de Sabine. Sauf que, je viens de le dire, en fait, hein, Sabine, tu te doutes bien. De toute façon, moi, je le savais. Avant même de regarder l'épisode 2, je savais qu'elle allait pas mourir. C'était un personnage principal. On voyait qu'ils avaient placé certains éléments par rapport à la relation entre Ahsoka et elle. Elle allait pas mourir comme ça. Et on l'a même vu aussi, je pense que c'est dans la série Obi-Wan celle-là, où t'avais un personnage qui s'est fait transpercer également par le sabre laser de Dark Vador et pas morte, hein, étonnamment. J'ai l'impression que les sabres laser ne tuent plus. J'ai l'impression que ce ne sont plus des armes létales. On parle d'un sabre laser, le truc qui transperce du métal comme du beurre, hein. Genre, on l'a vu dans l'épisode 1 de Star Wars, là, dans La Menace Fantôme, où t'as Qui-Gon Jinn qui se fait emprisonner, entre guillemets, dans une salle par, il me semble que c'est... le truc du commerce, là, je sais plus trop quoi, et il prend son sabre laser, il le plante dans la porte en acier, genre le truc qui fait, je sais pas, peut-être plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Bon, alors il lui faut un peu de temps, hein, le temps que le métal fonde, mais le métal fond, on voit que ça se transforme en rouge et qu'il devient orange, et puis que ça commence à fondre tout doucement, à se liquéfier. Le sabre laser est capable de faire ça, mais quand ça touche des organes, ça ne tue plus. Là, c'est pas une petite balle qui évite plein d'organes vitaux. Là, on parle d'un sabre qui est genre comme ça, qui se plante ici. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais... Ou alors, elle a eu peut-être beaucoup de chance, mais normalement, quand tu plantes une arme, genre une épée par exemple, l'épée elle est plantée, quand tu bouges, l'épée bouge avec toi, forcément, parce que c'est du solide, tout est solide, tout est, ou à moins que tu coupes tout. Mais quand c'est un sabre laser, ça marche pas comme ça. Si tu plantes un sabre laser et que tu bouges, le sabre laser il ne bouge pas en fait, hein, parce qu'il coupe tout comme du beurre en fait, hein. C'est juste que tu te fais défoncer de l'intérieur tout seul. Donc normalement, quand elle a planté son sabre, normalement la probabilité qu'il n'y ait pas d'organes vitaux qui soient touchés, elle est quasi nulle, quasiment nulle, voire impossible en fait. Et le fait qu'on ait eu
ça dans Obi-Wan, bon bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la chance qui s'est produite, l'ultime chance, mais 2 fois. Parce que là les armes, les sabres laser, ils vont juste plus, à un moment donné, hein, elles vont juste plus être opérationnelles à ce stade. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a des facilités scénaristiques, parce qu'ils auraient pu créer un suspense par rapport à ça. Peu importe, pas forcément avec un sabre laser, mais qu'elle se fasse battre, qu'elle se fasse comme Obi-Wan dans le dernier épisode où il est écroulé sous une montagne de rochers. En tout cas, ils auraient pu la laisser pour morte sans forcément le montrer qu'elle est morte. Enfin, qu'elle est morte. Sans forcément montrer comment, en tout cas, elle est morte. Ou en tout cas, pas avec le sabre laser, parce que le sabre laser, c'est quasiment impossible de survivre. Voilà, moi je trouve ça ultra dommage par rapport à cette fin d'épisode. C'est censé avoir un gros cliffhanger par rapport à ça, hein. Mais pour moi, il tombe à l'eau. Hein. Clairement, il tombe à l'eau. Alors ensuite, pour l'épisode 2, là, je pense que ça allait beaucoup plus vite, parce que l'épisode est beaucoup plus court, donc j'ai beaucoup moins de choses à dire. Mais forcément, comme prévu, j'enchaîne directement de toute façon, hein, mais comme prévu, forcément, Sabine n'est pas morte. Hein, elle est sur le lit d'hôpital pépère, tranquille. Un peu comme Boba Fett, hein, avec son sort d'haricot magique là, où le mec il se fait défoncer dans tous les sens. Il lui suffit de faire un petit sommeil et le mec il se réveille peinard. Bah là c'est un peu la même chose, sauf qu'il a même pas la même technologie. C'est juste un lit d'hôpital. En plus on l'a vu, hein, le truc il a bien cicatrisé, etc. Alors que ça faisait depuis 3 minutes qu'elle était là. Alors peut-être qu'ils ont de la technologie super développée et tout, je sais pas, bien sûr évidemment. Par rapport à ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, elle est pas censée survivre. Elle était pas censée survivre. Pour moi, c'est un faux cliffhanger en fait. C'est un faux suspense. Et c'est ce que je reprochais d'ailleurs à The Walking Dead Dead City. Et là, ils refont des erreurs comme ça un peu similaires. L'épisode 1 était bien. L'épisode 2, déjà, il commence très mal. Hein. Je dis ça comme ça, bien sûr, mais il commence très mal. Alors aussi, ça c'est un petit écho par rapport à l'épisode 1, mais à un moment donné, donc Sabine, elle parle à Ahsoka. Et Ahsoka, donc, elle lui demande si elle sait, avant qu'elle emmène, avant qu'il récupère la carte, est-ce qu'elle sait où est la planète, etc. Est-ce qu'elle sait où c'est? Et elle dit quoi? Elle dit non, j'ai pas pu trouver la planète, ils ont pris la carte avant. Si déjà elle avait pas pris 15 minutes à sortir de sa planque, à lever les yeux au ciel et à regarder comme une cruche une planète qu'elle ne peut pas voir avec ses jumelles, bah déjà peut-être qu'elle aurait pu gagner un peu de temps et avoir quelques renseignements sur la planète. Maintenant elle a préféré rêvasser un peu en mode Luke Skywalker, ce qui fait que bah au final elle a perdu énormément de temps. Luke lui c'était juste un péon, un paysan, le gars il avait rien vécu et il vivait sa meilleure life dans sa petite campagne tranquille et il était en soif d'aventure. C'est même limite l'aventure qu'il appelait. Là ça peut être un peu la même chose, sauf qu'elle a pas du tout le même aura que Luke, puisque elle a fait des trucs. Luke n'avait rien fait. Elle avait déjà fait des trucs. Donc comment est-ce qu'elle peut espérer vivre des aventures alors qu'elle avait déjà vécu des aventures juste avant? Et là pour le coup, encore une fois, j'avais dit que c'était un petit détail, sauf que ce petit détail là, bah du coup il a un impact, puisque bah là forcément, scénaristiquement parlant, ça crée un problème. Mais ça crée pas un problème intelligent, ça crée juste un problème stupide, puisque c'est juste une action stupide d'un personnage. Alors là aussi, encore une fois, j'ai pas compris non plus. Alors, enfin non, même pas, c'est même pas logique en fait, parce que t'as Baylan et son apprenti qui sont sur une planète où il y a des roches, etc. Dessus, donc c'est une sorte de socle. Il pose la carte et bon, au final la carte elle fait rien, mais plus tard elle va être dévoilée. Et encore une fois, je me suis demandé, bah, déjà pourquoi est-ce qu'ils ont été aussi loin alors que la meuf là qui décrypte des trucs, qui décode des machins et tout, bah elle a pu avoir accès à ces informations là sans avoir tout ce bordel à côté, hein, parce que pour ouvrir une clé, s'il fallait avoir un socle de telle distance, de telle hauteur avec un autre socle plus haut qui est beaucoup plus imposant avec le bout qui est en mode cercle, etc. Enfin bref, d'un point de vue environnement, c'est un bordel sans nom. Et tu vas me dire à moi que Thrawn, quand il a créé son truc pour sa carte pour le retrouver, tu vas me dire que il a créé tout le bordel à côté pour ouvrir la carte de base? Parce qu'autant je peux comprendre que l'autre, voilà, c'est une génie, elle a réussi à le pirater, je peux le comprendre. Mais c'est aussi con que dans Star Wars 9, quand le mec là, ou c'est Rey, je sais même plus, met la dague là au niveau de un certain angle, etc. pour se dire ok, c'est ce temple là qui a été alors que l'artefact, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le truc a été implémenté comme si c'était quelque chose qui avait été créé par Thrawn, sauf que pour lire la carte de base, il faut tout un système à côté qui coûte
ultra cher, ça coûte des ressources, ça coûte plein de trucs. Et d'ailleurs, la technologie, c'est même pas la technologie de Throne, puisque la meuf, elle l'a dit, là, la meuf qui a été libérée par Baylan dans l'épisode 1, elle a dit que c'était son ancien peuple, etc. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que son ancien peuple a à voir avec Throne? Est-ce que c'est la même race? Parce qu'on avait vu des sortes de frères, enfin des sortes de statues quand Ahsoka a récupéré la carte, justement, dans le temple. Où on voyait des habitants. Peut-être que ça ressemblait un petit peu à Throne, je sais pas trop. Peut-être que c'était la même espèce pour le coup. Mais tu vas me dire que Throne a créé une carte pour qu'on le retrouve exclusivement, que son espèce puisse Après peut-être que voilà, parce que Morgane, la meuf, apparemment c'est une héritière de cette espèce-là. C'est une héritière, mais elle a pas du tout le même physique, donc même ça c'est un peu bizarre. Hein. Enfin bref, j'ai pas trop compris le délire avec la planète en gros. Le truc avec la planète, je l'ai trouvé esthétique, hein, c'est visuel, tout ce que tu veux, mais ça remplit du vide, ça pose plein de questions en fait. Ça pose plein de questions. Alors peut-être que je suis passé à côté d'un élément, je sais pas. Peut-être que tout va se débloquer au fur et à mesure, j'en ai aucune idée. Mais en l'état, une carte, c'est censé être simple à lire. Je veux dire, une carte en soi, c'est déjà une énigme. Parce que tu as une carte dans Indiana Jones, c'est ça, t'as des cartes, tu dois aller à tel endroit, bah du coup t'essaies de te repérer par rapport à ton environnement et tout, et quand t'arrives à cet endroit-là, hop, t'arrives à trouver le trésor ou le temple ou le truc que tu cherches. La carte est déjà l'énigme, c'est déjà le moteur de l'histoire. Pourquoi tu veux ajouter en plus à cette carte des codes, des trucs qui, pour en plus être ouvert naturellement, il faut des moyens mais colossaux qui n'existent quasiment nulle part même, puisque c'est juste une planète. C'est pas pratique pour un sou. Si le mec il veut se faire retrouver, bah il s'y prend très très mal. Au même titre, bon après avec le temple Jedi dans Star Wars 9, à la base t'es pas censé vouloir trouver le temple, donc il peut être, la volonté pourrait être cachée. Mais même pour trouver le temple Jedi, c'est complètement con. Mettre le truc d'une certaine inclinaison, etc. dans un certain angle, c'est complètement con. C'est trop aléatoire, c'est trop random. Ils auraient été 359 degrés à côté, c'était foutu. Il y avait que ce degré là précisément où ça fonctionnait. Là c'est un peu la même chose, t'as une planète qui a cette technologie. Peut-être d'autres, je sais pas. Mais là on parle de millions de planètes, voire même peut-être des milliards. La probabilité pour qu'on le retrouve, mais elle est censée être nulle en fait. Alors ok d'accord, c'est de la SF, bien évidemment, ça reste Star Wars, évidemment qu'il y a plein d'aliens, etc. Oui, mais ça reste bizarre. La manière dont ça a été amené, c'est pas cohérent. Alors par la suite, Ahsoka elle revient entre guillemets sur ses traces, enfin par rapport à Sabine, pour essayer de trouver des infos ou quoi. Enfin en fait elle veut retrouver le droïde qui avait été laissé donc sur place. Alors le droïde n'avait pas été tué. Le droïde n'avait pas été tué puisque juste il était hors d'état de nuire, puisqu'il avait son pied qui avait été détruit. Et apparemment le droïde lui tend un piège. Le mec il est toujours là, de 1, et de 2 il tend un piège à Ahsoka. Pourquoi? Ahsoka elle a le but en un coup forcément, et grâce à ça elle peut récupérer des informations, etc. Ok d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il s'est pas barré? Sa mission c'était de récupérer la carte, il l'a récupéré la carte. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Et aussi pourquoi est-ce qu'il a tendu un piège? C'est un droïde, c'est pas un prédateur le mec, hein, c'est un droïde. J'imagine que c'est juste pour faire une scène d'action, mais cette scène d'action là, encore une fois, elle a aucun sens. Elle a aucun sens cette scène d'action là. Alors là on creuse un petit peu plus la relation entre Sabine et Ahsoka, et c'est là où on voit vraiment, où on commence en tout cas à comprendre pourquoi il y a un mur entre elles deux. D'ailleurs mur qui va être un petit peu brisé à la fin, ça c'est plutôt cool. Je trouvais que c'était intéressant, ça approfondit davantage en plus les personnages, ça les lie également davantage, et ça va faire un très beau setup pour la suite, puisqu'on parle en fait un peu pendant cet épisode de ouais tu devrais l'apprendre comme Padawan, pourquoi non je veux pas, etc. Alors qu'en réalité c'est un peu leur destin quelque part de se retrouver. Je veux dire, les choses n'arrivent pas par hasard, s'ils sont là c'est pas pour rien. Du coup ils vont réavoir quelque chose, c'est également le moyen, là pour le coup ce sont que des spéculations, c'est également le moyen potentiel que Ahsoka a de se faire entre guillemets pardonner par rapport au fait qu'elle a abandonné sa Padawan. Enfin si c'est sa faute. Après dans l'épisode 1 il faisait comprendre que c'était un petit peu sa faute. Elle-même elle avait des culpabilités. Donc c'est peut-être un moyen de se racheter. Là pour le coup c'est plus une anticipation sur les prochains épisodes, mais en tout cas ça annonce du bon par rapport à ça. Alors à un moment donné il parle de l'œil de Sion. Je sais pas si c'est un truc qui avait été préparé dans Rebels ou que ça avait déjà été fait dans Rebels, que ça avait été un peu comme l'étoile de la mort, hein. Ça tombe, c'est une étoile de la mort bis quelque part. J'en ai strictement aucune idée, je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'on va avoir des infos plus tard, peut-être qu'on va avoir la révélation ultime à l'épisode final, mais là en l'état je sais pas du tout c'est quoi. J'ai pas trop envie qu'on me spoil, hein. Si jamais vous avez vu des trucs par rapport à la série, ça sert à rien de me spoiler. C'est plus un point d'interrogation que j'ai. Ça peut être bien et ça peut aussi
aussi être, ça peut tomber à l'eau aussi. Donc j'espère que ça va être bien, je croise les doigts bien sûr, mais pour le coup je sais pas, ça m'a intrigué en fait. Alors j'avais parlé de la relation de Sabine et de Ahsoka qui était intéressante, c'est le cas, je maintiens ce que je dis, sauf qu'il y a un dialogue qui est bizarre, c'est que quand la générale, je sais plus trop qui, dit, donc la meuf en vert, dit à Ahsoka de reprendre son ancien apprenti, Ahsoka répond elle n'est pas encore prête. Et là pour le coup, quand j'ai écrit ça, bah je me suis demandé mais elle est pas encore prête, pourquoi? Genre c'est pour être padawan, c'est pas pour être maître. Généralement c'est pour devenir maître qui disent ça. Genre tu n'es pas encore prêt pour être maître Jedi, mais pour être apprenti Jedi normalement t'es censé être prêt. Là pour le coup j'imagine que par rapport à ce qu'ils ont fait à la fin, voilà, c'est une sorte de setup and payoff. Mais ça s'emboîte assez mal je trouve. Là encore une fois je sais pas si la traduction est mauvaise, mais normalement un truc comme ça c'est un petit peu bizarre. Au final ça marche. À la toute fin la sauce prend quand même. Mais quand tu vois le truc au départ, tu te dis c'est chelou. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de Yang, notamment dans l'épisode 1 où il avait quelques petites répliques qui étaient sympas. Là aussi il en a quelques-unes qui sont bien, et au final, parce que c'est vrai que je l'ai pas compté comme personnage au final intéressant, mais même Yang qui est un droïde, au final bah, il est également intéressant, pas forcément par rapport à son passé ou autre, parce que bah, au final c'est juste un droïde, c'est un peu comme C3PO quelque part, mais par rapport à sa personnalité si je puis dire, par rapport au personnage qu'il interprète, au final il a il y a quelque chose en plus, notamment son répondant. Il a un peu des répliques, pas en mode provocateur, mais un peu en mode ironie. Et ça me fait même un peu rire. Parfois, ces répliques, elles sont drôles. Genre, on voit, c'était plutôt dans l'épisode 1, quand Sabine et Ahsoka se confrontent pour la première fois depuis longtemps, on sent qu'il y a une sorte de froid qui s'installe. Et la scène juste après, donc t'as en gros Yang justement qui vient, qui débarque à l'improviste et qui dit on a de nouveaux infos, etc. C'est là où justement il présente par rapport au sabre laser que ça appartient à Baylan, etc. Et Ahsoka donc est censé la suivre, le suivre pardon. Et quand est arrivé à la scène d'après, Yang il ouvre la scène par sa réplique. Vous commencez à tisser des liens toutes les deux. Et c'est drôle parce que en fait c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a vu. On voyait qu'il y avait un énorme froid entre eux. Et il dit ça, du coup c'est drôle. Là c'est exactement la même chose en fait. Il y a quelques répliques aussi qui sont intéressantes. Là c'est plus quand il parle à Sabine, mais quand il dit justement tu es le pire padawan, enfin tu es la padawan la plus faible, t'es tout en bas de la liste, etc. Bon il le dit pas comme ça parce que là comment je le dis, je le dis comme de la merde. Là tu pourrais dire c'est un enfoiré, mais pas du tout. Il le dit pas, il le dit pour la motiver. Et comment il le dit, bah au final ça rend, ça rend le truc super drôle. Et même la relation entre Sabine et Yang, c'est aussi un peu comme Ahsoka et Yang. Et d'ailleurs on pourrait même faire un parallèle entre Ahsoka et Sabine, justement. En plus ils sont padawan, etc. Pour le coup tout est logique, tout est cohérent et ça apporte un vrai plus dans les relations. Les relations entre les personnages sont assez bien gérées, je dois quand même l'avouer, c'est assez bien fait. Alors un petit peu plus tard on a une scène qui est un peu une scène d'enquête où en fait le droïde qui avait attaqué, on sait d'où ils viennent. En fait ils ont été fabriqués dans tel entrepôt sur tel Corellia je pense, c'est le nom de la planète. Et donc ils vont enquêter pour voir, pour être certain que au final ça a bien été démantelé par rapport à l'organisation de l'Empire et tout, parce qu'apparemment l'entrepôt en question c'est un ancien truc de Morgan. Voilà, fallait vérifier qu'il n'y ait vraiment plus rien par rapport à l'Empire. Bah du coup il y a une petite scène d'enquête où justement il y a un peu de tension, où on essaie de savoir ce vaisseau là, pourquoi est-ce que il a été créé, etc., etc. Quelle est sa source, quelle est son origine. On peut pas avoir l'info parce que le truc il est codé, enfin il faut un grade supérieur alors que c'est la générale qui l'exige. Et l'autre, le droïde, quand on demande de vérification, au final elle dit que elle pouvait pas réaliser sa tâche parce que justement il y avait un autre droïde qui l'en avait empêché, etc. Et là le suspense qui commence à monter, et justement la scène elle est super bien gérée par rapport à ça. Et au final on voit hein, que ils ont des espions, en fait il y a des membres de l'Empire qui sont là-dedans. C'est un peu comme les nazis, t'as des personnes qui travaillent donc pour la démocratie et tout, sauf qu'en réalité elle veut toujours l'Empire. D'ailleurs le mec il l'a dit quand il a brandi son arme et qu'il a tiré dessus, enfin il a tenté en tout cas de tirer dessus, et il a dit longue vie à l'Empire. Donc il y a toujours des partisans de l'Empire. C'est comme ça en gros qu'on sait que voilà, en réalité il y a des membres de l'Empire un peu partout. Mais
Mais bref, ce que je voulais surtout dire par rapport à ça, c'était que la scène d'enquête était assez bien rythmée et c'était plutôt sympa. Alors un moment plus tard, justement, quand il y a une sorte de course-poursuite vers l'espace, t'as le vaisseau qui a deux doigts de s'échapper. Et donc avant de s'échapper, la meuf, ce qu'elle dit, c'est que elle dit à son droïde, mets un mouchard, comme ça on va pouvoir savoir où ils vont. Et le droïde, il y arrive, sauf que avant qu'il le fasse, elle lui dit et cette fois ne te loupe pas. Donc on sait qu'il s'est loupé avant, et quand il l'a fait, il s'était pas loupé, il a réussi. Et il a une blague qui était super drôle, moi ça m'a fait rire par rapport à ça. C'est que donc elle le félicitait, elle disait bien joué et tout, et le droïde il a fait une pose de muscu, c'est-à-dire qu'il a pris ses petits bras et il a fait ça comme ça. C'est con. En vrai, dit comme ça, j'imagine que c'était complètement débile, mais ça m'a fait hurler de rire quand j'ai vu le truc. J'ai trouvé ça drôle. Et au final, c'est ça que je voulais dire en fait par rapport à ça, et aussi par rapport à Yang. C'est des humours différents, mais justement la gestion de l'humour est assez bien retranscrite, et au final ça c'est fluide et ça passe tout seul. C'est assez drôle, c'est assez efficace. Par moments, je sais pas s'il y avait des blagues qui sont tombées à l'eau, j'en ai pas trop l'impression, ou alors c'était des blagues qui n'en étaient pas, mais là dans ce cas là c'est un peu plus triste pour eux. Mais voilà, c'était plutôt bien fait, et il faut quand même le dire, les blagues fonctionnent assez bien en réalité. Alors juste avant, parce qu'au final encore une fois c'est un vrai puzzle, je mets les trucs vraiment dans tous les sens. Ah non même pas, parce que ça s'est passé après, c'est un autre vaisseau, ça n'a rien à voir. T'as Ahsoka qui combat quelqu'un, je sais pas c'est qui. Il y a le même sabre d'ailleurs que Dark Maul, hein, le double sabre rouge, mais c'est pas le même sabre que Dark Maul, c'est plus le même sabre que la meuf qui s'est fait transpercer dans Obi-Wan justement, parce que on voyait qu'elle avait un mécanisme qui tournait là, elle avait exactement le même système, donc je pense que c'est plus un sabre qui est similaire. D'ailleurs c'est peut-être elle, hein, je dis ça, mais ça tombe c'est carrément elle. Je pense pas, parce qu'elle avait un masque etc, ils auraient pas caché son identité si c'était elle, enfin je pense pas en tout cas. Donc elle combat, et à un moment donné le mec il arrive à fuir, donc il a un vaisseau qui est là, donc le mec il fuit en direction du vaisseau, le vaisseau il tire, donc il tire sur Ahsoka mais également sur son allié, bah oui forcément, puisque le vaisseau il est là, il tire et il est censé récupérer le gars, donc le mec il se dirige vers le vaisseau qui est en train de lui tirer dessus, il arrive à tout esquiver, bon très bien, enfin tout esquiver en réalité, il fait juste que courir tout droit, et c'est juste les tirs qui passent à côté de lui, hein. Donc il a rien esquivé du tout. Énorme coup de chance j'ai envie de te dire, mais il y a eu deux énormes coups de chance, puisque Ahsoka, derrière la mat fumée qu'il y a eu, elle arrive aussi à sortir, et donc il y a apparemment rien eu, parce qu'ils ont pas fait en mode avec les sabres laser où elle dégageait tous les lasers avec son sabre, pas du tout. Et le mec pareil, hein, le mec encore une fois je le répète, il courait et les lasers passaient à côté de lui, hein. Il utilisait pas la force, il utilisait rien du tout. C'était inutile en fait, hein. Au final c'est une scène d'action qui est encore une fois c'est esthétique, hein. C'est beau, mais c'est vite quoi, c'est creux, c'est nul, il a aucun impact en fait. Tu vois ça, tu te dis est-ce que ça fonctionne déjà, est-ce que ce sont des munitions de laser, ou est-ce que ce sont juste des lumières en fait finalement? Parce que je me demandais même si c'était vraiment une arme un peu comme le sabre laser dans l'épisode 1 à la fin, hein. Encore une fois c'est beau, mais c'est pas parce que quelque chose est beau que c'est bien. Alors là pour le coup il y a aussi eu un truc, mais là c'est vraiment mes souvenirs, parce que The Mandalorian ça fait trop longtemps, je me souviens plus trop. Sabine se réouvre à la voix, parce qu'on voit avec son casque etc, parce que bon quand ils ont dit que c'était une Mandalorienne, moi j'étais surpris, forcément je savais pas. Apparemment c'était déjà établi que c'était une Mandalorienne, mais normalement les Mandaloriens ils doivent garder leur casque, donc pourquoi est-ce que elle l'a pas, ou même pourquoi est-ce qu'elle l'a plus? Si elle a retiré son casque, parce qu'en plus dans Rebels on voit son visage, donc c'est pas une vraie Mandalorienne, ou en tout cas pas une officielle. Sauf qu'à un moment donné elle est en mode elle se coupe les cheveux etc. Alors après c'est peut-être symbolique par rapport au fait que quand elle était rebelle, dans Rebels donc, elle avait ce look là, et donc c'est peut-être quelque part un petit peu symbolique pour dire voilà, elle réendosse le rôle qu'elle avait avant, peut-être. Et ça pourrait même faire écho par rapport enfin ça pourrait même répondre à la phrase que Ahsoka a dit, elle n'est pas encore prête, et justement à la toute fin elle est prête et elle a justement sa tenue etc. Donc quelque part ça pourrait être logique, mais quand moi j'ai vu The Mandalorian, je sais, je connais la règle de le casque etc. Au final par rapport à ça, peut-être que ça a été dit dans la série Rebels, mais comme je n'ai pas vu la série Rebels, je sais pas, et donc pour moi c'est un point d'interrogation. Est-ce que c'est une vraie Mandalorienne? Est-ce que c'est une rescapée, ou est-ce que c'est une marginale? Je sais pas, pour le coup ça a pas été spécialement dévoilé plus que ça. Peut-être que c'est au second plan, j'en sais rien, mais il pourrait même rencontrer The Mandalorian là, je sais plus comment il s'appelle, avec Grogu. Il peut faire plein de trucs, on va voir même Boba Fett, mais bon Boba Fett limite j'ai même pas envie de le voir, hein, tellement qu'avec sa série il m'a dégoûté de la vie, limite j'ai même pas envie de le voir, mais bref, il pourrait faire des trucs sympas. Et comme lui il est très à cheval sur les règles, et que elle peut-être que si c'est une marginale, il peut peut-être avoir confrontation, ou je sais pas, il peut peut-être avoir des trucs. Après il me semble qu'elle c'est une pure marginale dans le sens
vu comment elle était par rapport à Rebels, etc. et le fait que c'était aussi une Padawan, parce que oui, du coup c'est une Mandalorienne mais c'est aussi une Jedi. Apparemment c'était la Padawan de Ahsoka, donc c'est à dire qu'elle était les deux. Je sais pas, faudrait peut-être que je regarde Rebels pour avoir plus d'infos, mais j'avoue que peut-être que c'est dans Clone Wars. Enfin, j'imagine que non, ça à mon avis c'est pas dans Clone Wars. La meuf elle est jeune, c'est probablement dans Rebels ou dans Bad Batch. Peut-être que c'est dans Bad Batch aussi, j'en sais rien. Faudrait que je regarde les séries. Il y a pas mal de choses à faire aussi par rapport également à son rôle de Mandalorien, je veux dire, enfin de Mandalorienne et de Jedi, parce qu'apparemment les deux, mais bref, peut-être que c'est une hybride, j'en ai aucune idée. Faudrait voir. D'ailleurs c'est bizarre ça, parce que Grogu, je me souviens que lui il avait un choix qui avait été fait par rapport à Luke. Luke lui avait donné un choix, c'est soit il est Mandalorien, soit il est Jedi, mais il peut pas être les deux. Donc elle est quoi du coup? Une Jedi ou une Mandalorienne? Parce qu'elle porte son casque, mais elle se bat au sabre laser. On m'explique? Et même pendant l'épisode, t'as Yang là qui lui tend le sabre pour lui dire il faut que tu t'entraînes. Bah à la fin de l'épisode, en fait là pour le coup je viens de penser à un truc, mais ça cancel tout ce qui a été construit pendant l'épisode. Parce qu'elle a un doute par rapport au fait, voilà, il faut qu'elle reprenne son rôle de Padawan et tout, donc Jedi. Sauf qu'à la toute fin, tout est cassé, elle remet son casque. Alors après, justement, c'est ce que je dis, peut-être que c'est symbolique et qu'elle se considère pas réellement comme Mandalorienne. Peut-être, et que c'est juste son look, sa tenue de combat si tu veux. Mais en tout cas là, ça a pas été explicité clair, net et précis. Donc je sais pas, mais c'est un peu bizarre quoi. Et donc le fameux je suis prête à la fin, là par contre, j'avoue que c'était plutôt bien fait parce que c'est donc le setup and payoff qui avait été établi. Tout elle n'est pas encore prête et à la fin je suis prête. Là, malgré le truc que j'ai dit avec le fait qu'elle soit Jedi et à la fois Jedi et Mandalorienne, et malgré le fait que elle n'est pas encore prête pour Padawan, c'est un peu bizarre, mais dans ce contexte là au final ça marche et c'est pour ça que je dis que la sauce prend, parce que non seulement ça reste cohérent quelque part, et aussi bah forcément la fameuse phrase je suis prête, ça conclut parfaitement l'épisode, donc au final c'est très bien. Et donc je voulais terminer moi ma critique par ça. Il y a une énorme évolution par rapport à la relation entre Sabine et Ahsoka, et ça présage donc du bon pour la suite. Alors en conclusion, on a deux premiers épisodes qui a des points positifs et des points négatifs. Il y a un peu les deux, hein, j'ai envie de te dire. La série n'est pas aussi mauvaise, en même temps c'était compliqué, que Boba Fett ou la saison 3 de The Mandalorian, mais elle est pas non plus transcendante. Elle est un peu comme Obi-Wan, voire même un peu moins bien qu'Obi-Wan, parce que Obi-Wan, il y avait quand même certains impacts dans les combats, ou certains côtés émotionnels assez puissants. Là pour le coup, il y en a un petit peu, mais c'est beaucoup moins grand que Obi-Wan. Après Obi-Wan, forcément la saison elle est terminée. Là on est qu'au commencement, donc c'est juste l'ouverture, faudra voir par la suite, mais ça peut être prometteur. Mais je pense pas que ça va être un truc vraiment mémorable. Je voudrais juste faire un petit pic par rapport à ça, c'est que ils ont, je pense, mal géré leur scénario par rapport à leur sortie, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir les deux premiers épisodes qui allaient sortir direct. D'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour le coup c'est pas spécialement plus mal, mais le fait qu'ils aient fait ça, ça a un impact par rapport à l'histoire, parce que ce qui aurait été plus intéressant à mon sens, là en l'état qu'est-ce qui se passe? À la fin de l'épisode 1, cliffhanger, à la fin de l'épisode 2, l'aventure commence. J'ai envie de te dire, ouais pourquoi pas, sauf que c'est bizarre, parce que du coup pourquoi est-ce que tu mets un cliffhanger alors que l'aventure est censée commencer? D'un point de vue tension, c'est pas crescendo, parce que t'as un gros pic avec ton cliffhanger et ensuite ça redescend et c'est seulement la promesse d'une aventure. Ce qui aurait été plus logique, surtout en utilisant leur stratégie à eux, c'est-à-dire à sortir les deux premiers épisodes d'un coup, ça aurait été de terminer le premier épisode par l'aventure commence et ensuite l'épisode 2 par le cliffhanger. Comme ça on aurait dû attendre une semaine pour savoir ce qui se passait, même si on savait ce qui se passait, mais on aurait quand même dû attendre une semaine pour savoir ce qui se passait pour la conclusion avec le cliffhanger, et ça aurait eu un plus grand intérêt, parce que là du coup on attend la semaine prochaine pour avoir la suite, pour avoir seulement l'aventure qui va démarrer. C'est un peu dommage. Ouais, c'est juste ça que je dis, c'est un peu dommage. Bien évidemment je serai quand même là au rendez-vous pour regarder la suite. J'ai regardé les deux premiers épisodes, c'est pas pour terminer pour rien. Je veux continuer. J'espère pas perdre mon temps, hein. J'espère vraiment pas perdre mon temps comme avec The Walking Dead City. Je le répète encore une fois pour la 10e fois dans cet épisode, enfin dans cette vidéo, mais vraiment c'était une honte intersidérale. J'ai pas envie de réitérer le même problème. Pareil avec Boba Fett et la saison 3 de The Mandalorian. Donc voilà, je pense que ça a été mal géré, mais hormis ça, la série est en tout cas le début de série est ok. Je vais pas dire qu'elle est incroyable, mais elle est pas mauvaise non plus. Il y a des points négatifs, des gros problèmes, des problèmes qui sont même récurrents avec Disney. Ça me saoule qu'ils font tous les mêmes erreurs. Enfin, avec les séries de manière générale, hein. Avec les séries en tout cas avec des gros budgets. J'ai fait deux vidéos découvertes par rapport à la découverte de deux séries. Donc c'était School Spirit où la vidéo elle a bidé de fou. J'ai 10 vues, je pense, un truc comme ça. Tout le monde s'en fout. Et une autre vidéo découverte également d'une série, c'est Hijack, où là la vidéo elle était un peu plus apparemment hypée, parce que j'ai fait plus de 100 vues, ce qui est à peu près ce que je fais habituellement, même légèrement plus que ce que je fais habituellement. Ces deux séries là c'est ouf, parce qu'ils font pas la moitié des erreurs qu'il y a dans les grosses séries, ils les font pas. Et ce sont des séries qui sont ultra sympas, ultra cool, ultra plaisantes à regarder, alors qu'ils sont
presque pas de budget comparé à eux. Mais eux, non, par contre. Eux, ils ont blindé de budget, full effets spéciaux, tout ce que tu veux, mais ils arrivent pas à faire un scénario, enfin, à faire en tout cas une série bien du début jusqu'à la fin. Il doit toujours avoir des crottes de nez par-ci par-là. C'est vraiment chiant. Bref, voici mon avis sur les 2 premiers épisodes de la série. Encore une fois, je le rappelle, c'est prometteur, mais est-ce qu'ils vont gérer, est-ce qu'ils vont réussir à gérer leur série? Je l'espère. Hein. J'ai pas envie de regarder, de me taper la série pour rien. En tout cas, on sera bien évidemment là au rendez-vous la semaine prochaine quand l'épisode 3 sortira. Est-ce qu'il y aura l'épisode 4 qui va sortir en même temps? Est-ce qu'ils vont sortir 2 épisodes par 2 épisodes? Ça me semblerait un peu bizarre, parce que du coup, ça veut dire que l'impact, c'est un peu comme Netflix. Hein, quand ils sortent directement toutes leurs séries, toutes leurs saisons d'un coup, bah tu peux binge-watcher, c'est cool. Sauf que Netflix, eux, c'est une pompe à fric. Hein. Eux, ils font des dizaines, voire des centaines de séries en même temps, avec tous les pays qu'il y a à côté. Disney+, ils sont un peu plus artistiques que ça, je pense. À mon humble avis, ça va être vraiment un format hebdomadaire de base. C'est juste voilà, c'est juste pour la sortie de la série. Ils ont sorti les 2 premiers épisodes. Mais à mon avis, on va passer sur un format traditionnel, un épisode par semaine. Quoi qu'il en soit, on sera là la semaine prochaine pour critiquer l'épisode 3. Et j'avais envie de te dire, et l'épisode 4, si jamais elle sort en même temps. On sera présent, on répondra présent bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le gros pouce bleu. Moi, ça me montre que mon contenu plaît et donc forcément moi, ça me motive en tout cas à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends? Défonce-moi ce gros bouton rouge. N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.